Hello, je vous retrouve avec plaisir pour un nouveau point lecture. Bonjour, bienvenue sur French Aubergine, j'espère que vous allez bien. Et je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de ce que j'ai lu depuis fin août, début septembre. Et donc il y a 3 romans et une petite série de mangas. Et j'ai eu des lectures plutôt agréables et une vraiment pas top. Donc je vais commencer par le pas top, comme ça je pourrais me focus, je sais pas si on dit ça comme ça, sur les choses qui m'ont plu pour la majorité de la vidéo. Alors on commence avec la déception. J'ai acheté en juin Sirène de Laura Pugno aux éditions Inculte. Peut-être que ça porte bien son nom finalement. Et j'ai vraiment, mais vraiment pas aimé. Et vraiment, je suis bon public. Et en plus je lis les livres jusqu'au bout, même quand j'aime pas. Donc je me suis vraiment forcée et c'était terrible. Je sais pas par où commencer. Alors bon, premièrement il y a un problème de VF, la traduction est vraiment pas top en fait. Je vais essayer de rester gentille quand même, je n'aurais pas utilisé ce mot là tout de suite, mais voilà, on va dire pas top. Le texte original est en italien et on le sent parce que les placements de mots français des fois sont vraiment bizarres et il y a des problèmes de français tout court en fait, des doubles négations, des phrases à rallonge où on comprend rien. Et certainement des expressions qui sont traduites littéralement et du coup on comprend pas le sens en français. Et honnêtement c'est un gros point noir qui m'a gâché la lecture. Et l'autre gros point noir c'est l'histoire elle-même. Alors attention, hein, pour moi ce livre parle pas de sirène. Donc déjà c'est mal barré. Pour vous faire un petit résumé rapide. On va suivre Samuel qui est un jeune garçon qui vit dans un monde post-apocalyptique, donc le soleil a des radiations de plus en plus fortes et les gens meurent tous progressivement de cancer de la peau, jusqu'à ce qu'ils décident de vivre sous terre, et sous terre tout est dirigé par ce qu'ils appellent la Yakuza, mais je pense que c'est mal traduit, encore une fois. Oui, ouais, je pas, voilà, je vais essayer de rester positive, promis. Et donc du coup ils bossent dans un abattoir de sirènes, parce que les sirènes existent, elles ont été découvertes et puis en fait tout le monde s'en branle. Et en fait elles ont plus ou moins disparu parce qu'elles ont été bien sûr exploitées à des fins gustatives pour les manger ou à des fins sexuelles, puisqu'il existe aussi des bordels qui sont illégaux quand même à Sirène, donc ça pose déjà bien un décor quoi. Les sirènes sont des animaux plutôt sauvages, enfin elles sont placides la plupart du temps, sauf juste après l'accouplement où elles tuent les mâles, un peu façon menthe religieuse, mais bon, à part leur visage plus ou moins humanoïde, il n'y a rien qui les rapproche des humains, elles parlent pas, elles communiquent pas, enfin c'est plutôt des poissons quoi. Et donc Samuel, un jour il lui prend d'avoir envie de se taper lui aussi une sirène, hein, vu que les gens fortunés le font, pourquoi pas lui quoi. Et donc monsieur se livre à des actes de zoophilie, je peux pas dire autre chose. Donc bon, la description est pénible, enfin on a juste pitié du gars quoi, c'est vraiment un pauvre type. Et donc il se rend compte au bout d'un moment que la sirène qui s'est tapée, elle est enceinte. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce qu'elle va avoir un psy hybride ou pas? Est-ce qu'il bute tout de suite la femelle comme ça on n'en parle plus? Ou est-ce qu'il bute le petit quand il va naître? Enfin le mec en est là quoi. Après on essaye de nous rendre sympathique en nous racontant qu'il avait une petite amie qui est morte du cancer de la peau en question. Mais bon, vu que la petite amie en question, c'est les Yakuza qui lui ont offert, attaché à poil sur un lit pour le remercier de ses bons et loyaux services, et qu'en fait, on a l'impression qu'il l'aime, mais bon, moi je pense que c'est plus un jouet sexuel qu'autre chose. Donc, très très difficile de s'attacher à ce personnage, hein. Enfin, genre carrément impossible, hein. Moi j'avais juste envie qu'il meure et qu'on n'en parle plus. C'est compliqué. Et donc du coup le petit naît et tout le livre va juste parler de comment il va s'en sortir pour pas se faire gauler en fait. Et sur la fin, attention spoiler si jamais vous avez envie de le lire, ça va quand même finir sur des envies de vouloir se taper sa gamine hybride. Parce que quand elle commence un peu à parler, je pense, ça va l'exciter ou un truc comme ça. Donc ouais, ça part un peu dans des trucs vraiment limite, incestueux. Donc il n'y a rien à sauver dans ce livre pour moi, il n'y a rien à sauver. C'est mal écrit, c'est mal traduit, le scénario est mal amené, c'est très grossier et alors surtout on décrit tout ce processus de zoophilie, viol, limite inceste sur la fin, avec un naturel déconcertant. Alors il y a des gens qui ont trouvé sur Babelio que c'était noir, intriguant et mystérieux. Moi je l'ai juste trouvé dégueulasse. Et pourtant
je lis beaucoup de terreur, je lis beaucoup d'horreur et du fantastique, enfin plein de choses. Et ben, franchement là, je trouvais que le côté fantastique post-apo était nul, c'était pas amené, c'était pas expliqué. Et en fait, la seule chose où l'auteur se donne la peine de faire des grandes descriptions, c'est sur le mec et ses pulsions dégueulasses et sur ses envies de se taper sa fille hybride. Génial. Enfin franchement, je l'ai fini, mais c'est vraiment la mort dans l'âme. Donc j'ai pas aimé, j'ai pas aimé, j'ai pas aimé. J'espère que j'aurai pas trop à faire ce genre de vidéo à l'avenir et que je choisirai un peu mieux mes lectures. On passe à des critiques un peu plus positives, puisque j'ai lu avec grand plaisir la série Noah's Ark de Kei Honjo, qui est un manga qui parle d'animaux. Alors pour être tout à fait exact, j'ai lu le tome 1 et 2, il me reste le tome 3 que je me garde un peu comme un bonbon, parce que les thèmes qui y sont abordés vont me toucher, je vais pleurer et tout, donc je me garde ça, mais j'ai quand même hâte de lire la fin. Alors, donc ce n'est pas une histoire complète, c'est un manga de type tranche de vie. Donc chaque nouvelle va raconter une histoire complètement indépendante et ayant pour thème à chaque fois les animaux. Donc forcément, dès qu'on parle d'animaux, vous savez, je suis bien contente. Alors, donc dans le premier volume, la première histoire parle d'un petit garçon qui a perdu son chien et les parents sont bien contents que le chien ait foutu le camp parce qu'ils ne savaient plus quoi faire pour s'en débarrasser. Et c'est l'occasion de découvrir le système de refuge au Japon, Fourrière, en fait, Fourrière SPA, qui est un peu similaire au nôtre, c'est-à-dire que si au bout de 8 jours les propriétaires n'ont pas réclamé leur animal, eh bien on l'euthanasie et on s'en débarrasse. Et donc on va suivre un peu ce qui s'arrive avec ce chien qui est perdu, et aussi avec une équipe de mangaka qui vient faire une petite journée d'immersion pour voir comment ça se passe. Et au fur et à mesure du temps, on va voir le chien passer de la pièce 1 à la pièce 2, parce que c'est par jour en fait, et quand on arrive à la pièce numéro 7, c'est la dernière chance pour sortir, sinon ça sera la fin. Et voilà, évidemment j'ai versé ma larmichette parce que c'est hyper émouvant et que on voit des gens tellement sans cœur, et enfin après c'est pareil chez nous en France, hein, donc c'est vraiment pas une critique envers les Japonais, soyons clairs, mais ouais, faut aimer les animaux, mais faut pas être trop sensible non plus parce que c'est un peu triste quand même. La deuxième nouvelle parle d'un jeune garçon qui adore les singes, et je sais pas ce que c'est comme type de singe d'ailleurs, je sais pas si c'est écrit. C'est les petits singes qu'on voit souvent se baigner dans les sources chaudes dans les montagnes au Japon, vous voyez, les macaques je crois, enfin j'espère que je dis pas de conneries. Et donc ce garçon veut absolument intégrer une équipe de soigneurs dans un parc zoologique qui a ce type de singe, et il va se heurter à toutes sortes de difficultés parce que le groupe est déjà fondé, déjà existant, et pour trouver sa place parmi les singes, ben, ça va pas être évident. Et donc la nouvelle va aussi s'attarder sur certaines personnalités dans la troupe de singes, et c'était vraiment chouette et aussi assez triste, mais beau en même temps. Enfin vraiment, c'était super intéressant, j'ai beaucoup aimé. Et pareil dans le deuxième tome, du coup, aussi quelques nouvelles intéressantes, notamment l'une qui parle de la formation d'une jeune chienne qui était vouée à être euthanasiée en refuge, et qui va devenir une chienne renifleuse pour détecter les drogues dans les valises. Et c'était super intéressant, aussi super dur parce qu'on voit que certaines personnes ne voient vraiment que le côté utilitaire de l'animal, et c'est une mentalité qu'on a encore beaucoup en France aussi. Et c'est réussir à créer un lien avec un animal qu'on considère comme un vélo ou un tracteur, c'est assez compliqué. Et voilà, donc du coup j'ai trouvé que c'était hyper touchant aussi. Je vous parle pas du reste des nouvelles, je vous laisserai découvrir si vous avez envie de tenter. Mais franchement je trouvais que c'était un manga vraiment intéressant, et je lis beaucoup de mangas, hein. J'ai été libraire SP manga aussi pendant un temps, donc j'ai jamais rien lu de tel que ces petites nouvelles là. Même s'il existe pas mal de mangas sur les animaux, notamment sur les lapins et les chats, celui-ci a vraiment quelque chose d'un peu plus universel, et j'ai trouvé ça vraiment super intéressant et je vous le recommande chaudement. Je reste dans les animaux puisque ma prochaine lecture est Watership Down de Richard Adams dans la super édition hyper shiny, wow, regardez comme c'est joli, de chez Monsieur Toussaint Louverture. Et c'est une histoire que je connaissais déjà parce que j'en ai vu 2 adaptations déjà. Une quand j'étais petite qui est un dessin animé des années 70 et dont j'ai un souvenir traumatisant tellement c'était violent. Mon Dieu, ne le regardez pas. Et l'autre c'est une série en collaboration entre Netflix et la BBC qui est encore disponible sur Netflix me semble-t-il, qui est en animation 3D un peu datée, mais ça se suit quand même agréablement si jamais vous avez envie d'essayer. Alors, de quoi ça parle? Dans Watership Down, on va se mettre au niveau des lapins de Garenne sauvages que l'on trouve littéralement là ça se passe dans
prairies anglaises, on est aussi en France, hein, des petits lapins comme ça, pas des lièvres, hein, des lapins, important. Et donc on va se retrouver dans une garenne où un jeune lapin un peu mystique a une vision apocalyptique du futur. Il voit sa garenne détruite par d'horribles monstres et il va en parler à son frère et son frère va le croire parce que de temps en temps Fiver, il s'appelle Fiver, a des prémonitions qui se révèlent justes. Donc ils vont réussir à convaincre 4 ou 5 lapins à partir avec eux, tous les autres vont se foutre de leur tronche et rester là où ils sont. Et ils vont partir ensemble pour essayer de fonder une nouvelle garenne ailleurs. Et j'ai lu une critique qui disait que c'était du Tolkien chez les lapins, et il y a clairement un côté communauté de l'anneau, et c'est vraiment, on se retrouve avec eux à traverser des prairies, à éviter ce qu'ils appellent les vilous, qui sont des prédateurs, parce qu'ils ont leur propre langage, et se réfugier dans des fourrés, et la moindre petite chose qui pour nous est un obstacle ridicule, pour eux c'est difficile. Il faut réussir à comprendre ce que c'est, à voir si c'est pas dangereux, parce qu'ils sont bien sûr toujours sur le qui-vive, ce sont des proies les lapins. Et vraiment on est dans une tension avec eux pendant tout le long, et chaque petite victoire qu'ils vont avoir, on est trop content pour eux. Enfin moi j'étais vraiment transportée par ce roman. C'est un roman d'aventure, un roman épique, et alors il y a tout ce monde que l'auteur a créé autour des lapins. Donc ils ont leur propre vocabulaire, des fois il y a des mots qui sont glissés dans le récit. Il y a donc les vilous pour les prédateurs, il y a la Hourda qui est l'équivalent d'une garde royale qui va être autour du chef de la garenne, et j'en oublie, et les noms, chaque animal aussi, il y a des noms par type d'animal. J'ai trouvé ça vraiment passionnant qu'ils aient ce petit monde et ce vocabulaire à eux. Et alors le truc que j'adore, c'est la légende de leur prince lapin, le prince aux 1000 ennemis, qui se raconte pas au coin du feu le soir, mais au creux du terrier. C'est ce qu'on raconte aux petits lapros pour leur faire leur éducation, et c'est ce que même la petite troupe de lapins qui s'enfuit se raconte entre eux pour se créer un nouveau foyer. L'importance du conte pour fédérer un groupe et se créer une famille, un foyer, c'était vraiment très prégnant dans ce livre, et c'est hyper touchant. Et donc le prince aux 1000 ennemis, qui s'appelle dans la version française Shravilsha, si j'arrive à le prononcer correctement, et bien en fait on raconte ses aventures qui sont un mélange de contes et légendes indiennes et européennes. J'ai trouvé quelques petites références que je vous laisserai découvrir si vous avez envie de le lire. Et il se retrouve toujours dans des situations compliquées desquelles il arrive à sortir par la ruse, et il est guidé par l'envie de manger des laitues, ce genre de choses. Enfin vous voyez, il est à la fois très protecteur envers son peuple, mais en même temps il est là pour piller les potagers. Donc j'ai trouvé vraiment que tous ces passages avec les parties mythologiques sont vraiment géniaux, et ça crée une profondeur incroyable. Et du coup, vraiment, c'est un gros coup de cœur ce roman, même si quelques passages m'ont paru un peu longuets sur certaines descriptions. Je trouve que finalement ça passe, parce que c'est tellement passionnant de suivre leurs aventures, on s'attache à eux, et on est tellement content quand ils arrivent à la moindre petite victoire, ne serait-ce que survivre à une journée, parce que pour un lapin sauvage, survivre à une journée c'est déjà une victoire. Et donc vraiment, c'est vraiment un classique, je pense, qui vaut la peine d'être lu, parce qu'il est épique, saisissant, passionnant, enfin vraiment un roman que je vous recommande fois 1000. Et enfin pour le dernier roman dont j'ai envie de vous parler, bon, c'est celui que je suis en train de lire, donc mon avis ne va pas être exhaustif, peut-être que je vous en reparlerai quand je l'aurai fini. Donc il s'agit de Captive de Margaret Atwood, qui est surtout connue pour être l'auteur de La Servante écarlate, que j'ai beaucoup aimé bien sûr. Un peu moins la série, mais enfin je sais pas, je vous parlerai peut-être de La Servante écarlate un jour. Il y a des choses dans la série qui sont mais enfin bref, passons. Donc Captive, dont j'ai regardé l'adaptation en série sur Netflix quand elle est sortie, et je m'étais tout de suite dit que le livre devait être encore plus profond, et je ne me suis pas trompée, enfin du moins voilà où j'en suis. Alors pardonnez un peu mon émotion quand j'en parle, parce que c'est un livre sur lequel il devrait y avoir de gros trigger warnings aussi, parce que bon, c'est Margaret Atwood, donc les thèmes vont être féministes. Et pour avoir vu la série, je savais très bien où on allait, mais dans le livre, les choses sont plus crues et plus amenées plus simplement encore, et donc pour moi c'est plus violent de venir avec plus de simplicité sur ces thèmes-là. Donc je vais vous faire un petit résumé pour que vous compreniez de quoi je parle.
Grace Marks a 16 ans, on est à Toronto, enfin au Canada très exactement, donc au 19e siècle. Elle est venue au Canada avec ses parents, elle vient d'Irlande à la base, donc elle a traversé l'océan pour aller immigrer au Canada. Et sur place, elle va se retrouver comme domestique dans différentes familles. Et un jour, la famille qui l'emploie, donc c'est un homme qui vit seul, et une dame de compagnie, enfin c'était son ancienne domestique, il a une relation avec, et puis elle n'a plus vraiment de statut parce qu'il ne veut pas les poser non plus, mais elle se retrouve à travailler à leur service. Et un jour, cet homme et cette femme vont être tués. Grace Marks est accusée du crime, ainsi que James McDermott, qui est un homme à tout faire, qui travaillait aussi sur ce domaine. Tout le long de la série et du livre, on ne sait pas si elle a vraiment commis ce crime ou pas, mais elle se retrouve incarcérée. Elle a été condamnée à mort, mais un collectif de croyants vont faire en sorte de faire commuer sa peine en réclusion à perpétuité. Et donc on arrive au début du roman, Grace a déjà 25, bientôt 30 ans, quelque chose entre 25 et 30 ans, donc c'est un peu une vieille fille pour l'époque. Et il y a un psy qui va venir l'étudier pour voir si elle est innocente ou pas, parce que le collectif qui a fait annuler sa condamnation à mort aimerait peut-être la faire libérer parce qu'il la croit innocente. Et donc tout le roman va se passer à travers les entretiens du psychologue et de Grace, de son point de vue à elle, parfois de son point de vue à lui. Et ce que je trouve extrêmement dur, c'est la façon dont on considère les femmes à l'époque. Alors c'est très bébeux ce que je viens de dire, j'ai beau savoir comment les choses ont évolué. Quand on le voit du point de vue de Grace qui a intériorisé tout ce sexisme et cette misogynie, c'est hyper frappant et ça met vraiment les choses en perspective. Parce qu'elle-même, qui subit des choses affreuses, eh bien en fait elle va avoir des réactions extrêmement misogynes par rapport aux autres femmes, et c'est parce que c'était comme ça. Un petit exemple tout bête, le psychologue évoque que quand il était petit, son père avait une filature et des femmes y travaillaient, et puis elles avaient fait un petit journal, et puis elles écrivaient dedans des petites histoires, et donc il parle de ça à Grace pour la faire parler elle de son côté. Et elle, dans sa tête, tout ce qu'elle se dit, c'est des femmes qui écrivaient des histoires, mais elles avaient vraiment rien d'autre à faire. Peut-être que si elles avaient été mariées avec des enfants, elles auraient pas eu de temps pour faire des choses aussi bêtes et frivoles. Voilà les genres de choses qu'elle va se dire, et qui sont en fait des choses que tout le monde se dit à l'époque. Et je trouve ça assez terrifiant en fait de voir le chemin qu'on a parcouru, parce que on a beau savoir, quand c'est ancré dans la tête de quelqu'un et qu'on voit ses pensées, ça vous frappe en pleine tronche. Et moi, à chaque page tournée, il y a plein de choses comme ça qui me frappent, et pour ça ce roman est extrêmement fort, mais par contre il faut vraiment être préparé. Il y a des choses, on parle beaucoup d'asile, on parle beaucoup de la façon dont on traite les gens qui séjournent dans des asiles parce qu'on les pense aliénés, alors qu'en fait c'était peut-être juste pas d'accord avec certaines choses. Enfin vous voyez, on peut très très vite être considéré comme un fou et traité moins qu'un animal. Et donc du coup, si vous êtes sensible au féminisme et aux violences hospitalières, aux violences pénitentiaires, je vous le conseille vraiment pas, parce qu'il est dur, il est vraiment dur. Par contre, il est aussi passionnant, parce qu'on découvre les balbutiements de la psychologie, on découvre les personnalités de Grace qui est difficile à saisir, on sait pas si c'est du lard ou du cochon, pour tout dire. Et vraiment, il se passe rien, c'est juste des discussions en fait, tout s'est déjà passé quand on commence le livre, et on est quand même tenu en haleine par ce dialogue entre cet apprenti psychologue qui a ses propres failles, et pas des moindres, et cette jeune femme qui a déjà vécu 1000 vies, même pas 30 ans quoi. Donc voilà, je sais pas encore exactement où ça va me mener, même si je connais déjà l'histoire par la série. J'espère que ça sera toujours aussi prenant pour la suite, et pour l'instant c'est un grand oui. Voilà, j'en ai fini avec ce point lecture, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez lu ces livres et que vous avez un avis, ou si vous avez envie de les lire et vous avez envie d'en parler, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je serai ravie de vous lire. Et puis quant à moi, je vous fais de gros bisous, et puis je vous retrouve lundi prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous!